Bonjour à tous. En ce 18 juin 2023, j'avais eu pour projet de rendre hommage à l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 parce que j'avais envie de vous parler d'un texte, certes qui n'a pas une valeur juridique, mais une valeur historique et mythique, et qui mettait vraiment en avant l'esprit de résistance et l'espoir qui doit toujours rester vivant. Mais les sujets sont tellement nombreux et sont d'une telle source d'inquiétude, un peu comme à son époque, en 1940, quand lui-même voyait le chemin que prenait sa société, et qu'il a fait cet appel précisément pour montrer qu'il existait une autre voie. Je me suis dit que finalement, la meilleure façon de rendre hommage à cet appel du 18 juin 1940 était aussi à notre façon de continuer tels des appels que nous faisons à travers ces vidéos pour justement parler de ces inquiétudes, du sens que prend notre société actuellement. Et c'est le cas précisément du sujet que nous allons traiter actuellement sur la lente et l'inexorable dématérialisation de l'administration, et notamment sur le fait qu'on n'a plus accès directement à l'administration si on ne passe pas par l'interface d'Internet, c'est-à-dire par des logiciels finalement qui vont gérer notre quotidien. Cela en fait crée deux types de citoyens. Un citoyen numérique qui a accès à un panel de services, et pas toujours de façon facile d'ailleurs, même pour ceux qui ont accès à Internet. Et puis un citoyen réel qui, lui, s'il n'a pas d'Internet, eh bien se trouve exclu de ses droits même de citoyen. On évalue à peu près à 13 millions de personnes qui sont en difficulté avec l'outil informatique ou qui n'ont pas accès à Internet de façon régulière. Ainsi, je dirais quelque part que la phrase que tout le monde naît libre et égaux en droit, qui est inscrite dans notre Constitution, il faudrait lui rajouter une petite astérix en disant égaux en droit à condition qu'ils aient Internet. Parce que sans cela, eh bien, l'égalité des droits est fortement compromise. Et c'est pour vous parler de cela et d'un exemple très précis que je voulais aborder avec vous précisément la loi qui a été adoptée en mai 2019 dans le cadre, vous savez, de ce plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises qu'on appelait la loi Pacte, et qui, dans son article 1er, donc, a profondément modifié les démarches, les procédures pour créer une entreprise. Et sur le moment, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas compris ce qui se passait, puisque précisément la dématérialisation de notre administration et le fait que les citoyens ont de plus en plus de difficultés à accéder à leurs droits se fait par de petites lois successives. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur le sujet, mais précisément, comme ce sont des textes morcelés, c'est assez complexe à réunir pour avoir une vision d'ensemble de ce mouvement qui vise précisément à dématérialiser l'administration. Donc dans cette loi, relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, il y a un article 1er, et donc à la tradition de cette chaîne, je vais donc vous lire ce qu'il dit à l'ensemble, les points importants. Et il dit que toute entreprise, donc vous voyez, il n'y a plus d'échappatoire, c'est toute entreprise, se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme, donc mentionné, d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer. Et donc, dans ce seul dossier, ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique
à cet effet. Donc il n'y a plus de possibilité autre que de passer donc par la voie électronique, et c'est marqué ainsi dans la loi. Se dépôt vos déclarations auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier, parce qu'il peut y avoir des dossiers qui sont rejetés, et incomplet à l'égard de celui-ci. Il peut aussi y avoir des dossiers qui sont incomplets. Vous voyez donc, par voie électronique, il n'y a plus d'échappatoire, ça doit forcément passer par l'Internet, ce qui induit que l'Internet est la condition à l'accès au droit de pouvoir créer une entreprise. Un décret en Conseil d'État désigne l'organisme unique, je vous dirais, on aurait presque envie de remplacer le U par un I, qui définit donc les conditions de dépôt du dossier, ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises. Donc ça se décide en Conseil d'État. Ça veut dire que les modalités qui sont des fois très importantes dans la complexité que vivent les citoyens au quotidien, c'est une procédure administrative, ça ne se discute pas au niveau politique. Alors bien sûr, la mise en place de ce service qui s'est faite en janvier 2023 a été très chaotique à un tel point que le gouvernement donc a dû donner un communiqué de presse qui s'appelait ainsi « Le gouvernement apporte des améliorations au guichet unique des formalités ». Et il écrit donc ceci, que si les créations d'entreprises se déroulent dans de bonnes conditions, les modalités de modification et de cessation ont pu rencontrer des dysfonctionnements, donc ils le reconnaissent. Et donc ils disent qu'ils mettent en place donc des travaux informatiques. Parallèlement, ils reconnaissent que 60% des créations d'entreprises seraient traitées en moins d'une semaine. Et puis surtout, ils réautorisent la voie papier, parce que la voie électronique ne fonctionnait pas, mais cela que pour un temps déterminé. Et surtout, ils réouvrent la plateforme infogreffe.fr jusqu'au 30 juin, donc cela devrait bientôt prendre fin. Ils disent ainsi ceci pour finir leur communiqué de presse. Au cours des prochaines semaines, un important travail de suivi et de renforcement de la satisfaction client. Alors vous voyez un peu l'idéologie dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes plus dans l'administration qui est avec les citoyens pour les accompagner. On est vraiment dans le cadre d'une satisfaction client. On se comporte vraiment comme une entreprise, sauf que là c'est obligatoire et on n'a pas le choix finalement de l'entreprise. Et du parcours de l'usager va être initié afin que le guichet unique apporte une pleine satisfaction à ses usagers. Donc c'est ce que je vous ai dit, on est parfaitement dans l'idéologie entrepreneuriale et non plus dans cette idée qu'on avait avant de l'État, d'un État qui était au service des citoyens et qui, avec eux, construisait le quotidien. Alors, bien sûr, ce guichet unique a été donné à l'INPI, mais comme je vous l'ai lu dans la loi, ça se trouve, dans les années à venir, ça pourra peut-être changer, ce ne sera pas forcément toujours l'INPI, mais pour l'instant, c'est l'INPI, c'est-à-dire l'Institut national de propriété industrielle. Et quand on regarde l'INPI direct, parce que ça s'appelle comme ça, qu'on veut les contacter, il y a ce message qui est aussi très significatif, donc je vous le lis parce que ici on revient au texte et ces textes parlent d'eux-mêmes finalement. Afin d'optimiser notre temps de réponse, nous vous remercions de ne pas multiplier vos demandes via les différents moyens de mise en relation avec INPI Direct. Donc je trouve que le message est assez emblématique, puisque je me suis posé la question s'ils mettent ce message que visiblement les usagers doivent essayer de les contacter par différents moyens, c'est que peut-être ils ne sont pas si satisfaits que cela du contact. Mais bon, vous voyez que derrière finalement, se cache finalement la fausse bonne idée du guichet unique. Et pourquoi finalement un guichet unique ? Surtout dans le cadre des entreprises, les créations d'entreprises, est une fausse bonne idée. Alors, je dirais que 4 points sont remarquables dans ce texte et 4 points sont à retenir. D'abord, l'entreprise, le monde de l'entreprise est un monde complexe. Ce n'est pas un monde simple.
il y a plusieurs secteurs d'activité, il y a des problématiques différentes suivant les secteurs dans lesquels on est. Aussi, il y a des problématiques différentes selon qu'on soit une grosse entreprise, une moyenne ou une petite, ou qu'on soit simplement un artisan qui essaye de démarrer. Et donc, les problématiques sont différentes et on veut les traiter de façon uniforme, unique, c'est-à-dire toutes pareilles. Ça dénote en tous les cas quelque part la difficulté qu'a le pouvoir d'accepter la pluralité de la société. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir en lisant ce texte, c'est le centralisme. Visiblement, l'État a du mal à lâcher, à abandonner l'idée du centralisme, même s'il voit que ça ne marche pas forcément si bien que cela. Et puis surtout, ça coûte très cher. Une administration centrale demande d'énormes moyens financiers. Or, les moyens financiers aujourd'hui, on les a de moins en moins. Et donc, forcément, il faut réduire les coûts. Et pour réduire les coûts, quoi de mieux que l'outil informatique où tout le monde doit s'engouffrer parce que ça permet ainsi de réduire le nombre, peut-être, d'agents administratifs embauchés. Néanmoins, cela augmente bien sûr le contrôle, puisque tout passe par des logiciels, et rend forcément déshumanise forcément énormément cette relation qu'on a avec l'administration. Et puis cela renvoie encore une fois à ce que je vous ai parlé dans ma précédente intervention sur l'usage de la force. Cela montre aussi la définition que nous avons de l'État. Et aujourd'hui, visiblement, nous avons la définition d'un État qui serait extérieur à la population, qui serait coupé de la population, et quelque part, le fait que les citoyens ne peuvent plus avoir un accès direct à l'administration, dénote encore plus cette tendance d'un État qui essaye de se refermer sur lui-même. Il faut savoir que précisément cette difficulté d'accéder à l'administration, et notamment d'y accéder via Internet, puisqu'on finalement on ne sait pas qui gère notre dossier derrière un écran, est la première cause des crispations sociales et de la renonciation à nos droits. Et cela devrait être noté puisqu'il y avait une autre solution que le centralisme. Il suffisait de développer des solutions locales, c'est-à-dire des administrations physiques et locales qui respectaient les secteurs professionnels. Et puis surtout, il fallait peut-être lancer le chantier de la réforme des impôts, parce que finalement, toute cette complicité qu'il y a derrière la création d'activités est liée au fait aussi que l'imposition est très compliquée, que toute cette mise en place de statut d'entreprise n'est que finalement une façon pour que l'État prélève la fiscalité. Donc peut-être qu'il faudrait commencer par le début, par réformer l'État et par réformer précisément les impôts. Le troisième point que cela soulève, c'est bien sûr le problème de la dématérialisation qui, comme je vous l'ai dit, crée des catégories de citoyens. Il y a ceux qui ont accès à Internet et puis il y a ceux qui n'y ont pas accès. Et puis il y a ceux aussi qui savent utiliser Internet, parce qu'il ne suffit pas d'avoir accès à Internet, il y a ceux qui savent l'utiliser, et ceux qui ne savent pas l'utiliser, ou qui ont des difficultés à l'utiliser. Et ainsi, on conditionne finalement le fait d'avoir des droits qui sont pourtant constitutionnellement reconnus, au fait d'avoir un ordinateur, un iPhone, ou un smartphone, c'est-à-dire un outil informatique avec une connexion Internet pour pouvoir avoir droit d'être un citoyen à part entière. Et cela crée forcément une cassure, si ce n'est même simplement dans l'idéologie que l'on pouvait se faire de ce qu'est être citoyen et ce qu'était d'avoir des droits. Et enfin, le quatrième point que cela m'inspire en lisant ce texte, c'est forcément la privatisation. La privatisation de l'administration. Et je vais vous en donner un exemple très simple dans le cadre de la création, de la modification et de la cessation des entreprises, c'est la signature électronique.
Donc pour créer votre entreprise, vous n'avez pas forcément besoin de signature électronique. Mais pour cesser l'activité de votre entreprise, il vous faudra une signature électronique vérifiée et validée. Et cela, bien sûr, vous vous doutez bien, il y a un certain nombre de prestataires payants qui s'est mis en place. Et finalement, là où la cessation d'activité avant était gratuite, eh bien finalement, petit à petit, elle devient complexe, compliquée, et je dirais, elle devient payante, indirectement parlant. Et cela est précisément un penchant aujourd'hui de l'administration de devenir de plus en plus un service payant, d'autant plus que ceux qui n'ont pas envie de s'embêter avec toute cette informatisation passent leur dossier à leur comptable qui le fait à leur place, et donc là aussi cela génère des frais. Pour finir, en conclusion, je voudrais dire que quelque part cela donne l'impression que l'État fait du surplace, comme une sorte de voyageur immobile. Un voyageur immobile qui ne veut pas abandonner le centralisme et surtout qui ne veut pas lancer la réforme et la simplification de la fiscalité. En fait, il ne veut rien lâcher de tout cela et donc c'est pour ça que le système reste complexe et le fait de dématérialiser n'induit rien et n'implique pas que cela deviendrait moins complexe. En fait, je crois, et je terminerai sur cela, que finalement on n'a pas créé une solution. On a créé un problème et tout le problème est là. Je vous remercie et à très bientôt.